Calic. Oui, merci. Ça va un peu aller dans le complément de ce que vient d'évoquer mon collègue. J'étais à Panama il n'y a pas très longtemps et justement il y a tout un enjeu puisque c'est un pays de transit des stupéfiants et donc ils sont conscients de la problématique et puis les autorités font justement de la lutte contre le crime organisé une priorité. Et on avait parlé donc de dispositions législatives pour connaître les bénéficiaires finaux des entreprises. Vous savez que je crois qu'il y a une quarantaine de cabinets d'avocats qui gèrent à peu près 150 000 sociétés. Donc on peut imaginer la problématique pour connaître le bénéficiaire final de chacune des sociétés. Et cette problématique donc, que je vois, c'est qu'on voit des États qui contournent les sanctions, qui utilisent ces réseaux. Il faut bien contourner les sanctions économiques, donc ça fait beaucoup d'argent qui passe et que ces systèmes se confondent, évidemment, donc avec le trafic de drogue. Donc comment vous, justement, vous appréhendez? Est-ce que vous avez, où est-ce qu'on en est sur la liste? Alors, j'ai évoqué Panama sans les accusés, mais on pourrait parler d'autres États où on parle souvent. Vous avez mentionné Dubaï, on pourrait parler de Singapour, de Hong Kong. Donc il y a un certain nombre de places financières où j'ai envie de dire que je ne peux pas dire qu'elles s'accommodent, mais certains s'accommodent de ces places-là. Comment donc vous envisagez, vous, les enquêtes dans ces cas-là? Et par rapport à ces pays peu coopératifs, où est-ce qu'on en est? Où est-ce que vous en êtes dans vos enquêtes? Est-ce que vous arrivez effectivement à faire la part des choses? Et un des vrais sujets pour nous, maintenant qui se pose et qui va se poser à mon avis de plus en plus, c'est la présence maintenant de ce qu'on peut qualifier de narco-États, donc des États qui ont pignon sur rue, qui vont siéger à l'ONU, qui viennent parler et qui facilitent le trafic de drogue, y compris sa financiarisation. Et donc, est-ce que vous voyez ce phénomène se développer? Est-ce qu'il y a des États qui vous posent aujourd'hui problème? Je ne demanderai pas de les citer là, mais, puisque c'est public, mais vraiment, est-ce que ce problème commence à venir? Parce que c'est un sujet que l'on voit, puisque ce sont des gens qui peuvent faire du lobbying à l'ONU, et donc ça nous pose aussi des problèmes dans la réglementation si eux-mêmes essayent de bloquer des réglementations internationales qui ne conviennent pas au crime organisé. Donc j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Je vous remercie, monsieur le sénateur. Pour le coup, je n'ai pas d'avis. J'ai un avis, mais à titre personnel, mais qui ne vaut pas Ergan Omnes. Je pense que Stéphanie Charbonnier aura peut-être plus de compétences pour vous dire cela. Donc je préfère ne pas m'avancer. Pour nous, concrètement, ça se traduit par une non-réponse aux questions que l'on pose. Donc ça peut effectivement mettre fin à une enquête parce qu'on va adresser une demande d'entraide ou plus exactement une commission rogatoire. Par exemple, on sait qu'à Hong Kong, aujourd'hui, ils ne répondent plus. Voilà, Hong Kong ne répond plus à nos demandes. Donc c'est très concret. Voilà. Donc je ne fais pas de politique en disant cela. Je dis que concrètement, quand on a une adresse à Hong Kong, une commission rogatoire internationale, eh bien, on n'a aucune réponse. Alors qu'il y a encore peu de temps, on avait des réponses. Inversement, je pense que le rôle joué par le GAFI aussi n'est pas totalement étranger à certaines choses. Je pense positivement, il y a des pays du côté de Dubaï et des Émirats arabes unis qui sont soumis pour l'instant, je crois, ou qui ont été soumis à un examen du GAFI. On a eu un peu plus de réponses ponctuellement à certaines des questions ou des demandes d'entraide que l'on a adressées à ces pays. Donc tout cela nous dépasse, hein, c'est des relations internationales, la politique qui, nous, on fait le constat qu'effectivement, on nous répond pas. Donc, voilà. Par contre, ça ne nous empêche pas que lorsqu'on va perquisitionner chez un individu, je pense à un gros fraudeur fiscal, et qu'on a des échanges dans son téléphone ou dans son ordinateur, où on voit qu'il répond à des mails sur des sujets qui traitent de transfert d'argent à destination d'un Kong à Hong Kong, on peut l'interroger sur l'origine, en tout cas la cause de ces mails et la justification et de ce pourquoi il aurait un compte à Hong Kong. Et à partir de là, on retombe sur ce que je vous disais tout à l'heure, sur des éléments qui nous permettent de considérer qu'on a peut-être des sommes qui sont dissimulées à l'étranger qui peuvent caractériser une présomption de blanchiment. Donc l'utilité de ce texte.